Est-ce que vous avez des questions par rapport à toutes les notions que vous avez vues cette semaine ou même celles de la semaine passée? S'il y a des choses qui ont ruminé dans votre tête et du coup vous avez dit, ah, je l'ai pas posé à Joy celle-là. Peut-être je me lance du coup, sauf si quelqu'un veut y aller. Non, vas-y. J'ai juste remarqué, alors j'ai eu un bug, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est sur la matrice, le tableau de suivi des tâches, j'ai pas réussi à l'ouvrir. Alors, c'est possible de rencontrer parfois de temps à autre un bug. Vous n'êtes peut-être pas tous obligés de le rencontrer. Mais lorsque ça arrive, n'hésite pas à envoyer un mail à Karine en me Ok, mettant en copie. Elle sera en mesure de te donner le document correspondant. Et moi aussi, je peux te le donner, mais Karine est à cheval là-dessus, donc c'est plus son créneau. Donc, ok, n'importe je quel me le problème note, technique que vous rencontrez, n'hésitez pas à solliciter Karine. c'est noté. Et l'autre question que j'ai, tu vas rebalayer là les grandes lignes de la semaine? Oui, j'ai rebaillé les grandes lignes de la semaine, oui. Et ben je me la garde peut-être sous le coude parce que peut-être que tu vas y répondre. C'est sur le plan de communication. Ok. Alors, le plan de communication, on l'a abordé la semaine dernière? C'était vendredi Euh, dernier. Ah, c'était le dernier module de la semaine dernière? Oui. Ah, je ne l'avais pas fait, ok. Ouais, c'est pas grave. Alors, ma question, elle est, j'ai écrit quelle est la différence entre plan de communication et la matrice avec les phases du projet? Parce que moi, j'ai voulu le mettre en pratique sur un sujet que j'ai sous le coude en ce moment et j'ai fusionné les deux, en fait. Alors, c'est possible de fusionner les deux, tout est une question de point de vue. Le plan de communication, comme son nom l'indique, il va suivre le planning du projet, grosso modo. Donc, la clé de voûte, en tout cas ta ligne directrice, ça va être le plan. Donc, en clair, d'avancer selon les jalons. Et au fur et à mesure que tu avances dans ton plan, donc grosso modo de l'initiation à la clôture, avec toutes les étapes que tu as dans ton projet, en fonction des étapes que tu rencontres, tu y associes une communication, une ou plusieurs. Euh, Tandis que la matrice, le but de la matrice, c'est de savoir qui doit recevoir quoi. Donc, en clair, si en fonction de la population que tu as en face, si tu as un corps de métier qui est lié à des informations qui sont très spécifiques, imaginons dans ton projet, un des livrables est lié à donc tu es dans l'hôtellerie, est lié à la fourniture de matériel pour les hôtels et qu'il y a un organisme qui est très intéressé uniquement par rapport à cet aspect matériel, tu vas pouvoir dire bah, ok, je recense dans la ligne un tel toutes les personnes qui doivent avoir d'informations par rapport à du matériel. Grosso modo, la matrice, ça va te servir que lorsque tu te poses des questions, de dire est-ce que j'ai bien inclus ces personnes-là dans la communication ou pas. Et lorsque tu as justement une information par rapport au matériel en question, tu dis ah ok, à qui je dois communiquer. Donc là, tu vois dans ta matrice, il y a un tel, il y a un tel, il y a tel groupe, et ça te permet de voir, de visualiser à qui tu vas fournir l'information. Ok, c'est clair. Merci. Je t'en prie. Pas d'autres questions par rapport à la semaine passée? Non, moi j'avais fait une erreur sur. Vous m'entendez? Oui, oui, on Ouais. entend. Oui, c'est bon, ok, j'étais pas sûre. J'ai vu la correction d'exercice, mais c'était la semaine d'avant aussi sur le calcul Oui, et du bateau. Et bon, je viens de comprendre mon erreur, mais c'est vrai qu'en fait, je partais du principe qu'ils avaient anticipé le fait que ça allait leur coûter tant d'argent. J'ai extrapolé cette partie du coût en fait du projet. Voilà, j'ai compris maintenant. Voilà. non, pas de souci. Beaucoup ont répété cette erreur. C'est vrai que quand on parle du coût du projet, je pense que l'erreur vient souvent que je parle du coût total. Donc, peut-être que je devrais enlever le total. Ça induit peut-être en erreur, mais le coût du projet, c'est le coût de la réalisation du projet. Donc le projet, c'est de faire le bateau. Et une fois que le bateau est là, en effet, il est en place, il est garé, donc il a des frais portuaires, il a des frais de maintenance. Ces frais-là peuvent pas venir avant. Ils font partie de la période de rentabilité. Donc on évalue la rentabilité du bateau par rapport aux bénéfices qu'il dégage, moins les charges qui y sont associées. Et en ça, on va dégager un bénéfice. Et Ok. donc le retour sur investissement. Donc, je suis en train de raccrocher le wagon par rapport à ce que vous venez de dire. Ça veut dire que tu parles des frais annexes qui sont les frais portuaires, notamment qu'on ne prend pas en Oui. compte pour les calculs. Ah.
C'est Ok, ça. donc on Le fait la coût même erreur du, que c'est ça. bâtiment. Exactement, c'est la même erreur. Le coût du projet, hein, c'est tout ce qui est nécessaire pour que le bateau soit fait, soit livré. Donc, pour arriver à ce produit-là, grosso modo, c'est les ressources nécessaires. Et donc, on va pas y mettre les frais de maintenance. Alors, les frais de maintenance et les frais portuaires, puisque pour faire le bateau, justement, on n'a pas de maintenance à faire puisque le bateau n'est pas encore là. Ça a pas l'air. Si, en fait, du coup, c'est deux choses différentes. C'est soit on voit le projet comme la fabrication ou on voit le projet comme la rentabilité de l'opération. Oui, Ouais. c'est vrai. Projet, quand je parle de, alors c'est vrai qu'on peut peut-être utiliser d'autres terminologies. En effet, il y a le projet dans son ensemble. Le projet dans son ensemble, en effet, il y a le coût de construction, mais aussi sa période de rentabilité. Donc le retour sur investissement prend en compte tout ça. Dans le calcul du ROI, on prend bien le coût du projet d'un côté et du coup la période de rentabilité. Mais ce qui est utilisé comme coût du projet dans le calcul en question, c'est le coût de réalisation du projet. Donc le coût qui est nécessaire pour le réaliser, donc pour le fabriquer, versus le coût de rentabilité. Donc, on prend l'ensemble, on va comparer ce qui était nécessaire pour le fabriquer versus les bénéfices qu'il L'exploitation dégage. de l'activité. Exploitation. Ouais. Exploitation, c'est le Ok. terme. Si pas d'autres questions, je vous propose d'avancer avec la présentation du jour. J'ai tout résumé sur deux, deux slides. Tac. Donc, un premier volet de cette semaine était lié à la structure du projet. Donc, un projet, c'est important de le structurer, de le différencier en différentes phases. Les phases que je propose sont au nombre de 3. Il y a la phase d'initiation, l'exécution et la clôture. Tous les chefs de projet, si vous en rencontrez, vont peut-être pas forcément vous dire qu'un projet c'est 3 phases. Certains vont vous dire c'est 4 phases, c'est 5 phases, c'est indéfini. C'est vrai. Oui et non. L'idée avec ces 3 phases, c'est qu'on puisse au moins tout rentrer dans ces cases-là. Certains vont vous dire qu'il y a une phase de planification. Pour moi, une phase de planification, elle existe tout au long du projet, puisque en fait, on va souvent remettre en question la planification. On a un planning dès le départ qu'on propose durant l'initiation. Durant la phase d'exécution, il y a des événements qui interviennent durant le projet. Du coup, on va déplacer notre curseur un peu à droite, un peu à gauche. Donc quelque part, on ne peut pas considérer que la planification est une phase en soi qui a un début et une fin et qui intervient soit entre l'initiation et l'exécution. Elle est plutôt continue. Donc c'est plutôt une activité pour moi qu'une phase. Par contre, on peut aussi avoir une phase de design. Une phase de design qui va être là pour quelque part dessiner le projet qui va être proposé. Donc ça peut très bien intervenir durant la phase d'initiation. Donc quelque part, on aurait besoin du design pour pouvoir chiffrer le projet et du coup, c'est ce qui est nécessaire pour avoir un business case. Ou on se dit que dans la phase d'exécution, on inclut une étape qui est le design du projet. Donc quelque part, on débloque des fonds à la fin de l'initiation qui inclut de faire ce design et quelque part, on réalise ce design durant la phase d'exécution. Et on peut se permettre de se dire, on ajuste le budget qui avait été initialement proposé du projet en fonction de ce qui va être réalisé durant la phase de design. Donc quelque part, on peut se permettre, par exemple, d'avoir un buffer et de se dire, le projet s'étend plus ou moins 20, 30% en fonction de ce qu'on prévoit durant la phase de design. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais quelque part, tout va rentrer dans ces différentes cases, soit initiation, soit exécution, soit clôture. Ensuite, ce qui est important de définir, ça va être les livrables et les lots de travaux. Donc, le lot de travaux, si vous l'avez bien compris, c'est l'activité la plus petite qui est réalisée dans le projet, de manière à pouvoir mieux le contrôler, mieux le jauger. Les livrables, un livrable peut être composé de un ou plusieurs lots de travaux. Quelque part, lorsque vous avez un projet, l'idée est de ne pas avoir un projet avec un livrable et un lot de travaux. C'est difficile à maîtriser, difficile à quantifier. C'est toujours mieux de saucissonner, si vous me permettez le terme, le projet en plusieurs étapes, donc plusieurs phases,
et quelque part plusieurs livrables de manière à pouvoir mieux contrôler le projet, mais aussi le répartir, mais aussi mieux le visualiser. Le visualiser pour vous, mais aussi pour les personnes à qui vous devez partager de l'information. Si vous dites, mon projet est de faire une voiture, et que vous dites, bah, il y a un livrable et un lot de travaux, c'est faire la voiture, bon, difficile de dire dans plusieurs mois à quelle étape vous en êtes vraiment. Par contre, si dans le livrable, je veux faire une voiture, mais là, dans la première étape, il y a faire le châssis, la deuxième, c'est réaliser la carrosserie, la troisième, c'est l'assemblage, ben, vous savez que une fois que vous avez terminé une étape, il vous en reste deux autres, et quelque part, c'est plus facile de pouvoir s'évaluer dans le temps par rapport au projet et par rapport à son avancement. Après, par rapport à la création des lots de travaux, c'est ce qui est le plus délicat. Comment faire en sorte à ce qu'on a le lot de travaux le plus petit possible et le plus pertinent possible. Alors, il y a une astuce que j'ai pas forcément inscrit dans la formation puisqu'elle n'est pas valable dans tous les contextes. Mais cette méthode, elle s'appelle la méthode des 8-80. Quelque part, en fonction du contexte, et c'est pour ça que je prends des pincettes, mais j'aime bien la partager parce elle peut être applicable. On peut se dire que si on a du mal à créer un lot de travaux, donc si on a du mal à estimer une activité petite soit-elle, on peut utiliser cette méthode des 8-80. 8-80 veut dire 8 heures de travail ou 80 heures de travail. Grosso modo, qu'un lot de travaux est inclus dans cet intervalle de 8 heures et 80 heures. Donc si un lot de travaux doit être réalisé par plusieurs personnes, ça veut dire que ces 8 heures et ces 80 heures doivent être répartis sur ces personnes-là. En revanche, si c'est réalisé par une seule personne, ces 8 heures et 80 heures correspondent à la personne qui réalise le lot de travaux. Donc voilà une astuce que vous pouvez peut-être utiliser dans vos projets. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la structure? Très bien. L'autre volet de cette semaine était lié aux compétences. Quelque part, l'idée est de se dire comment être un chef de projet performant, comment être sûr qu'on utilise les bons outils, qu'on réalise les bonnes activités. Quelque part, ce que je précise dans une des journées, c'est le quotidien complet du chef de projet. Donc, il y a pléthore d'activités, indépendamment du contexte du projet, à faire pour être sûr qu'on a la main mise sur son projet, qu'on aura toutes les informations, mais aussi qu'on les a de manière efficace. Donc, que ce soit pour réaliser un reporting, suivre ses livrables, aller vers les responsables des risques, des incidents. Quelque part, l'idée de pouvoir, je pense que j'ai listé, être proactif sur toutes ces activités. Quelque part, donc le comité de projet, on en parlera durant la dernière semaine de formation, mais vous avez aidé que le comité de projet a pour but de rassembler les personnes qui sont opérationnelles pour la réalisation du projet. Donc quelque part, lorsque vous avez votre suivi avec toutes ces personnes chaque semaine, il y a parfois des étapes qui sont importantes, qui sont clés et qui sont très sensibles ou très critiques. L'idée n'est pas d'attendre d'avoir cette réunion hebdomadaire pour peut-être poser la question est-ce que ça a bien été réalisé, mais peut-être d'identifier tout ce qui a été un petit peu sensible et d'être un petit peu proactif et peut-être 2-3 jours avant d'aller au contact de la personne et de dire est-ce que ça va, est-ce que il y a de l'avancement ou est-ce qu'il y a un souci à prévoir. Ça permet d'anticiper les problèmes et de pas arriver avec surprise. L'idée est aussi de se dégager du temps pour pouvoir le faire. Donc c'est pas toujours simple, mais la proactivité est un petit peu le maître mot du quotidien du chef de projet. Le quotidien du chef de projet est aussi ponctué d'activités à placer dans le calendrier. Ça, je pense que je l'ai précisé aussi. L'idée de pouvoir bloquer dans son calendrier du temps pour réaliser des activités qui sont incontournables. Vous savez que chaque semaine ou chaque mois, vous devez réaliser une présentation, réaliser des indicateurs, traiter des sujets en particulier. Donc, c'est toujours bien de placer ce temps-là dans le calendrier pour être sûr déjà de ne pas l'oublier, mais aussi pour se bloquer du temps par rapport à cette activité-là. Ça vous permet d'avoir du temps d'avance sur ça, mais aussi d'éviter que des personnes, lorsque vous vous apprêtez à le faire, vous sollicitent, ou en tout cas placent dans votre calendrier des événements pour du coup vous solliciter et du coup mettre un petit peu en péril votre activité. Ça paraît anodin, mais quelque part se bloquer du temps dans son calendrier, c'est important de le faire pour être sûr de bien maîtriser et contrôler son temps.
Donc vous le savez aussi, le chef de projet est au milieu de plusieurs acteurs. Donc quelque part, il doit être un bon communicant. La communication est essentielle. Vous savez que vous devez rédiger des comptes rendus, vous devez solliciter des personnes, vous êtes au cœur de plusieurs parties prenantes, en relation avec le commanditaire, etc., etc. Donc la communication est la clé. Être un bon communicant, c'est communiquer à bon escient, donc à une bonne fréquence, et aussi avec les bons sujets pour les bonnes personnes. C'est pas toujours simple à faire, mais c'est important de le souligner. La réactivité aussi est importante à avoir, puisque parfois, votre commanditaire va être en mesure de vous partager des informations qui sont peut-être clés, importantes, sensibles, comme réduire le budget du projet qui implique d'arrêter un lot de travaux ou une phase, une étape à réaliser. Il faut très vite, dans ce cas-là, répondre et pouvoir solliciter les personnes qui sont impliquées dans ces lots de travaux concernés pour qu'ils puissent arrêter tout de suite et éviter de produire quelque chose qui finalement va être inutile. Après, le sens humain, c'est aussi, ça paraît, euh, alors pas anodin, mais en tout cas, ça paraît inné. L'idée est que vous êtes, vous et moi, hein, des êtres humains. On parle ensemble, on discute ensemble, on sourit, on rigole, et ça, c'est important de le transmettre. Quelque part, être humain, ça permet aux personnes qui travaillent avec vous de comprendre que vous n'êtes pas là que pour le travail. Certes, c'est le cas, hein, et c'est pour ça que vous êtes soit embauché, soit que vous êtes à cette position-là, mais aussi de leur permettre de comprendre que vous êtes aussi quelqu'un qui va être sensible au caractère d'un être humain et pas juste être là pour demander des tâches, demander des rendus et du coup être père ou mère fouettard. Donc c'est un peu l'étiquette qu'il faut se retirer. Souvent les personnes ont derrière l'idée du chef de projet qu'il est là comme une personne qu'on a mandatée pour réaliser une activité et d'engager des personnes pour le faire. C'est vrai, mais pas que. Euh, donc c'est important de le souligner. Et l'organisation, donc je pense que j'en ai parlé peut-être un petit peu avant avec le fait de placer des activités dans son calendrier, mais aussi lorsque vous avez des phases dans le projet, elles ont un nom, elles ont une référence, donc parfois dans votre compte rendu ou dans votre partage d'informations, dans votre communication, c'est toujours bien de rappeler la référence qui est la même, pour qu'elle soit la même pour tous, pour que tout le monde puisse se raccrocher si vous avez un planning partagé, de dire ben voilà à l'étape 4.2, voilà là où on en est, et voilà pourquoi on a du retard. Ça permet aux personnes de pouvoir se référer et de garder des références qui sont uniques et que vous avez vous-même mis en place. Euh, un projet, c'est aussi important en termes de collaboration, puisque vous êtes au cœur de plusieurs activités, vous fédérez des personnes. Donc l'idée est de pouvoir collaborer de manière tout à fait harmonieuse. Et pour ça, créer un petit peu de lien, donc quelque part, garder du sens humain, hein, ça raccroche un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, ça permet d'asseoir et un peu plus cette collaboration. Quelque part, un des outils est de célébrer les succès. Dans beaucoup de projets dans lesquels j'ai trempé, on axe l'activité sur les problèmes, sur les incidents, sur les risques. Quelque part, tout ce qui a un petit peu un effet négatif, et quelque part, ça fédère pas beaucoup. Enfin, ça fédère dans le sens où oui, il y a des choses à faire, mais célébrer les succès est aussi quelque chose d'important. C'est peut-être pas quelque chose que votre commanditaire vous dira de faire, mais souligner le fait qu'une chose c'est bien réalisé, c'est réalisé dans les temps, ou un problème conséquent a été résolu en un temps record, que telle personne a eu une idée pour réaliser cette activité qui a permis à d'autres services d'en bénéficier. Tout ça, c'est important de le partager puisque ça permet aux personnes qui travaillent avec vous de savoir que lorsqu'elles font quelque chose de bien, elles ont aussi cette forme de reconnaissance. Alors, vous n'êtes peut-être pas au cœur du fait de pouvoir les augmenter, hein, par exemple, mais le fait de souligner leur nom et de dire, ben voilà, le service Intel ou voilà, je remercie telle personne d'avoir contribué à ce succès puisqu'elle a été au cœur de l'activité. C'est bête, ça vous prend une ligne sur votre email, mais ça fait beaucoup de positifs au sein de vos équipes. Et tout ça contribue à la culture d'une atmosphère positive. Et cultiver une atmosphère positive, il n'y a pas de secret. On passe énormément de temps dans notre travail. Aujourd'hui aussi beaucoup avec le télétravail, mais beaucoup de notre temps est consacré au travail. Donc c'est important de pouvoir être dans un milieu où on sait qu'on a la culture du positif et qu'on ne va pas forcément être jugé. J'ai eu l'expérience dans une de mes premières expériences en tant que chef de projet, un contexte d'entreprise, d'une entreprise suédoise, hein, scandinave, qui à chaque fois qu'il y avait un très gros incident, j'étais très surpris hein, pour avoir fait des entreprises françaises au préalable.
très surpris de savoir que personne ne posait la question de qui avait fait de qui venait ce problème ou de qui était responsable de l'incident. Et c'est vrai que ça paraît bête. Nous, en tant que Français, on se dit, bah alors, c'est qui a fait ça? Comment ça se fait? Mais quel est le boulet qui a fait ce problème? Alors, chez les Suédois, ça n'intervient pas. On est plus là à se rassembler pour savoir, ok, on va pas perdre de temps à savoir qui fait quoi, on va plutôt savoir comment on va le résoudre. Et ça, c'est très très important à souligner. Est-ce que tout ça vous parle, vous paraît intéressant ou pas du tout? Quel est votre avis là-dessus? Je me lance. Bien sûr, lance-toi. Je trouve que pour moi, c'est la partie la plus simple de toute la gestion de projet parce qu'on parle d'humain et moi qui ai un background sur du management, c'est des choses qui me font écho. Donc oui, bien sûr, je partage l'avis et ça me paraît être maintenant du bon sens et inconcevable autrement. Donc je crois que c'est peut-être la partie où je suis le plus à l'aise dans toute la formation. Ok, Mathilde? Moi aussi, pour le coup, le côté humain, toujours été dans le milieu de la santé. Donc, si on n'a pas le côté un peu humain, l'a organisé. Donc, ça, je me retrouve un peu. Je veux dire aussi, c'est la partie un peu la plus facile. Pour le moment, on verra pour la suite, mais ça va. Très bien. Et Guillaume? C'est un peu une question de bon sens aussi. Hein. Si on est une équipe, si on veut ramener tous dans le même sens, faut qu'on soit une équipe, il faut que ça avance. S'il y a des problèmes, effectivement, si on veut que les gens restent aidés pour s'en sortir, etc., il faut fédérer, il faut être une équipe. On avance tous dans le même but, donc il faut savoir pas jouer les pères fouettards comme j'ai vu dans le document, exactement, c'est le terme. C'est juste, bah voilà, on avance, il y a des trucs, tout le monde fait des conneries, mais c'est pas grave, on va de l'avant. Et c'est une question de bon sens, en fait. C'est vrai. Non, tout à fait. C'est comme ça que je l'apporte. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de contextes d'entreprise où parfois on pense que c'est du bon sens, mais c'est peut-être pas forcément naturel. Donc parfois de réajuster le curseur, ça permet aussi aux autres qui avaient peut-être pas cet effet naturel de le considérer. Et du coup, ça leur, enfin voilà, ils l'ont en face d'eux et ça arrive dans certains cas qui réorientent leur curseur. Donc c'est très bien être aussi moteur là-dessus. Donc voilà pour cette semaine. J'ai balayé les différentes notions qu'on a abordées. La semaine prochaine, elle sera un peu plus intense puisqu'on va parler d'anticipation, de proactivité, grosso modo des risques, des incidents, des problèmes et des différentes méthodes qui sont associées. Donc ça, ce sont des outils qui sont très importants à utiliser. Les outils que j'ai présentés même dans des très grandes entreprises et qui m'ont dit, bah, si nous on n'utilise pas, on aimerait faire. Alors voilà, pour des grandes entreprises, pour moi, ça me paraissait anodin d'utiliser par exemple un registre de risque, mais quelque part, c'est bien de responsabiliser les personnes au travers de ce genre de documents. Donc, je vous laisserai donc empiéter sur la semaine 3 et du coup me faire vos retours la semaine prochaine concernant cette semaine. Très bien. Est-ce que vous avez des... Oui? Oui, justement, j'ai une petite question par rapport à la fin de la formation et à comment on peut appeler ça, le test? L'examen? Oui, l'examen, voilà. Donc l'examen de la Voilà. certification. Alors je vais Oui. vous envoyer un email, ce sera tout écrit en bleu. Non pas que j'aime les schtroumpfs, mais c'est comme ça qu'il m'est parvenu de Karine, donc c'est comme ça que je vous le transmettrai, qui décrit un petit peu toutes les modalités pour le passage à l'examen. Donc je vous l'envoie à la suite des correctifs de la semaine. Donc en fait, la formation se passera sous ce format, hein, donc en virtuel, avec un document à remplir et une étude de cas. Donc, ce sera ça pour le format. Et en fait, à la fin de la formation, nous aurons donc une semaine avant le passage à l'examen. Il me semble que vous êtes inscrit automatiquement à la session du 19 décembre, si je me trompe pas. Généralement, ce sont des jeudis. Moi, on m'avait dit novembre. Novembre? Ok. Le 21 novembre.
Alors, ils ont dû mettre une session intermédiaire parce que j'ai eu. Tac, Je sais pas ce qu'on vous a dit après. Si vous avez la Ouais, date, j'ai- je suis preneur parce que moi j'ai les déplacements. Si je pouvais éviter que ça tombe dedans. Non, pas de souci. Alors, j'ai bien jeudi 19 décembre. S'il y a une Ah, session intermédiaire qui est là en novembre, bah, je vais la demander. Le 21 novembre, ça tombe un jeudi ou pas? oui, c'est un jeudi, de 10 à 12, Donc, on m'a dit. donc c'est possible que ce soit ça. Je vais demander à Karine, puisque Je j'avais une bloque les 2 information dates au cas contraire. où. Oui. Ouais. Notez les 2 dates, bloquez-vous pour les 2 dates. 19, ah, c'est ça. Il y aura qu'un examen, mais voilà. Donc on aura donc si c'est le 21 novembre, on aura une session une semaine avant. Si c'est le 19 décembre, ce sera aussi une semaine avant. Une session pour préparer l'examen. Donc quelque part, je vais parler un petit peu des différentes questions qu'on peut vous poser à l'examen, comment y répondre et comment appuyer votre réflexion. Donc comme ça, vous n'êtes pas perdu. Et à la fin de l'examen, à la fin de la session de formation tout court sur la plateforme Rework, il y a un document qui recense tous les éléments clés de la formation que vous avez vue sur la plateforme en PDF. Donc ça vous permettra d'utiliser ce document pour asseoir vos révisions. Ok. D'accord. Il y aura droit aux documents pendant l'examen ou c'est comme à l'école? Bien sûr. Non, mais il y aura bien droit aux documents pour l'examen. Il n'y aura pas de questions spécifiques par rapport à une définition. Donc les documents doivent vous aider si vous avez oublié, je sais pas moi, le contenu du cahier des charges, et que du coup il y a une question qui est liée au cahier des charges, mais que vous voulez un petit peu appuyer votre réponse. Ok, j'ai vite fait chercher le cahier des charges, est-ce qu'il y a dedans, mais il n'y aura pas une question qui dira qu'est-ce qu'un cahier des charges, et enfin, ça sera pas explicite de cette manière-là. Non, je... Donc oui, tout document, tout support est possible d'être utilisé. Mais je vous envoie tout dans le mail en bleu et comme ça on en rediscute la semaine prochaine si vous avez des questions davantage. Ok. Et si d'ici là vous avez la date pour qu'on puisse Oui, je bloquer pose la là. question en même temps. Ouais. Ça marche. Super. Parfait. Est-ce qu'on peut avoir la date aussi du préparatif du coup? Est-ce que c'est quoi, le jeudi, une semaine avant, même créneau 10-12? Alors, c'est toujours, jusqu'à maintenant, toujours un peu aléatoire et toujours par rapport à ma disponibilité. Mais ces derniers temps, c'était le jeudi une semaine avant et plutôt de 13 à 14. Ok. Est-ce que tu pourras nous confirmer ça, toi? Parce que si c'est par rapport à tes dispos, elle vient de toi, la date? Elle vient de moi la date. Ouais. Souvent, Karine me demande de pas la partager puisque je sais pas pour quelle raison. Mais généralement, c'est bien le jeudi une semaine avant. Ok, parce que moi, je Donc, suis déjà en déplacement les 2 jeudis, une semaine avant les 2 dates là qu'on vient de poser. Ok. Je suis déjà en intervention. Non, pas en décembre, pardon. En novembre, le jeudi d'avant, je suis en Suisse en mission. Après, pas d'inquiétude. Il y a aussi la session sera enregistrée. Donc, Ok. ce sera comme la classe virtuelle qu'on a aujourd'hui. Ouais. Et si tu as des questions spécifiques par rapport à l'examen, tu peux me les adresser. Peut-être même pour que j'en parle dans la session de préparation de l'examen. Comme ça, tu auras la version écrite, mais aussi la version audio. Ok, entendu. Ça marche. Et à cette session, vous aurez toutes les personnes qui participent aussi à l'examen. Donc, il n'y aura pas que vous, mais aussi toutes les sessions qui précèdent ou qui suivent et qui, du coup, participent à cet examen. Ok. Si pas d'autres questions, je vous propose de clore pour aujourd'hui. Très bien. Entendu. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un excellent week-end et je vais avancer dans les réponses et on se retrouve la semaine prochaine. Ok. Merci, Joy. Merci beaucoup. Bon Bon week-end. week-end. Merci. Ciao. Au revoir.